Bonjour les amis, bienvenue dans ce 4e numéro de Noah sur mer, une émission spéciale consacrée aux produits de la mer. Forcément, période de fête oblige, on va parler d'huîtres. Nous sommes aujourd'hui dans la cabane ostréicole de Yannick et Aline sur les bords du chenal de la Cayenne à Marelles. Et on va rejoindre mes deux compères qui sont déjà au boulot. Ils sont en train de détroquer les huîtres avec les femmes de cabane. Bonjour messieurs. Salut Olivier. Alors vous êtes en train de détroquer les huîtres, vous les séparez, ça se passe bien? Ça se passe bien, on apprend sur le tas grâce au conseil de Célia. Qu'est-ce qu'on va voir pendant cette émission? On va parler d'huîtres évidemment, mais on ne va pas rester seulement ici à Marennes parce que les huîtres de Marennes-Oléron, ça dépasse largement ce territoire. Ça va de l'Aiguille-sur-Seudre où on va aller tout à l'heure jusqu'au bout de l'île d'Oléron et même plus loin sur l'île de Ré. C'est le plus grand bassin de production d'huîtres et d'affinage en France. Mais pas que. Mais c'est pas le seul. Voilà. C'est pas le seul. Il y a aussi le bassin d'Arcachon. Bien sûr. Moi, je vais vous emmener évidemment voir les ostréiculteurs du bassin d'Arcachon. C'est une époque importante pour eux, évidemment. Les fêtes de Noël approchent, plus de la moitié du chiffre d'affaires pour la plupart d'entre eux. C'est aussi le moment où l'on prépare la saison estivale. Les jeunes huîtres sont mises en poche, mises à l'eau. Je vous propose de voir ça avec Sylvie Latrille, ostréicultrice depuis plus de 20 ans sur le village du Piraillan, sur le bassin d'Arcachon. C'est peut-être la première fois où j'ai eu une évidence en quelques secondes. Quand j'ai vu cet endroit, j'ai dit que c'était là que je devais m'implanter. On est juste à la frange littorale, donc entre la terre et la mer. Et donc on a encore des réflexes de terre, mais on commence à avoir ceux des marins. On est sur une période un peu charnière où on reprépare la saison 2019. Et en même temps, on prépare les fêtes de Noël. Donc on est un peu à courir dans tous les sens. Le métier est extrêmement difficile et il faut sans arrêt avoir le mental nécessaire pour faire face. Donc, face à quoi? Face à toutes les contrariétés qu'on peut avoir dans une journée ostréicole. Ça peut être des contrariétés mécaniques, des contrariétés de météo, des contrariétés liées aux livraisons, aux expéditions, à la clientèle. Donc il faut toujours garder le sourire et toujours aller de l'avant. Oui, attention là. Ça fait environ 5 ou 6 ans que mon fils travaille avec moi. On confronte nos idées qui sont celles d'un jeune et celles de quelqu'un de plus âgé, et donc d'une femme et d'un homme. Donc c'est amusant parce que maintenant on se connaît tellement par cœur que... On va s'attacher à la prochaine natte, je pense. Faut que je recule d'une longueur. C'est largué là? Attends. C'est largué là? Vous m'avez pas dit, mais c'est largué. C'est dense, voilà. On est sur le tôt, le tard, le froid, le chaud, le lourd, le léger, le tout le temps. Surtout le tout le temps. Mais c'est sympa aussi. C'est la vie. Moi je suis là et Louis habite dans la rue. C'est compliqué parce que c'est un territoire où il y a à la fois de l'habitation, du travail, et il y a également du tourisme, beaucoup de visites. On est à la fois producteur côte à côte, on est à la fois vendeur, donc on peut être aussi en concurrence. On est à la fois habitant, donc on peut être gêné par le bruit du voisin, mais on peut aussi en créer soi-même. Tout peut être gênant et à la fois tout peut être très agréable. Le tout est de bien savoir qu'est-ce qu'on aimerait pour soi et qu'est-ce qu'on n'aimerait pas. Et à ce moment-là, quand on raisonne comme ça, on y arrive bien. Alors Aline, on vous a rejoint ici sur les Clairs, au cœur de ce bassin de production de Marennes-Oléron. Le terroir a vraiment une importance. Ah bah oui, complètement, effectivement. Ici à Marennes-Oléron, vous voyez, vous êtes au cœur d'un marais ostréicole. Un marais ostréicole, en fait, un marais, le plus grand marais d'affinage d'huîtres du monde. C'est pour vous dire, c'est pour vous dire. Mais en fait, ici, vous êtes au cœur de 3000 hectares de marais. Ce marais, il est rempli, vous le voyez, d'eau, et cette eau, c'est de l'eau de mer, de l'eau qui arrive par les différents chenaux qui sillonnent ce marais
marais. Et la qualité de la terre aura son importance. Bien sûr, ici on est sur un argile complètement étanche qu'on appelle le brie bleu. Et c'est cette argile qui va conférer les propriétés de la claire. Alors, dans la claire, on a de l'eau de mer. Cette eau de mer, Elle est filtrée par l'huître, c'est ça? Elle filtre 5 litres d'eau par heure. C'est pour vous dire quand même. Et c'est ce qui va donner... C'est ça. C'est le goût spécifique de Marennes-Oléron, c'est la spécificité de ce terroir. Tout à fait, en filtrant cette eau, elles vont prendre cette saveur différente. Et c'est ça. En fait, c'est cette saveur différente qui va donner ce goût différent, qui va donner des huîtres Marennes-Oléron. Combien de temps est-ce qu'elles restent ici dans les clairs? Elles vont rester 1 mois. On va les affiner pendant 1 mois. Alors 1 mois à 5 litres d'eau par heure pour vous dire qu'elles travaillent. D'accord. Et donc tout ça, c'est inscrit dans un cahier des charges en fait. C'est l'affinage qui donne la saveur et donc l'appellation. Marennes-Oléron, tout à fait. La Marennes-Oléron, c'est un affinage. Et ça, il faut le faire savoir. Oui, tout à fait. Et chaque année, évidemment, les ostréiculteurs, mais aussi l'ensemble des syndicats qui les représentent, communiquent autour de ça. Tous les ans, il y a une dizaine de publicités, de campagnes de pub à la télé, puis aussi sur les réseaux sociaux. Et dans ces cas-là, ils n'hésitent pas à bouger les lignes. On va le voir avec ce clip qui a cartonné l'année dernière. C'est carrément un rap ostréicole. De mémoire d'ostréiculteur, c'est inédit. Du rap pour vendre des huîtres, personne n'y avait encore pensé. Le rappeur, c'est Bill, ou de son vrai nom, Philippe Couteau. Un artiste à tout faire qui a pris beaucoup de plaisir à jouer dans ses publicités. Pour amuser les autres, il faut commencer par s'amuser soi-même. Donc il faut laisser libre cours à la création, même si elle doit choquer un petit peu, il faut qu'elle provoque quelque chose, sinon c'est plan-plan. Ces publicités décalées destinées au web, c'est une commande directe du syndicat des ostréiculteurs d'Oléron. Philippe nous emmène voir l'un d'entre eux, son neveu Gérard Couteau, ravi apparemment du résultat. C'est extraordinaire, moi j'adhère. Là on est dans le surréalisme. Ouais. Je te lance pas des fleurs, mais tu nous aides, franchement. En ce moment, pour Gérard, toutes les promotions sont bonnes à prendre. Les fêtes de Noël, c'est 50% de son chiffre d'affaires annuel. Je pense que c'est un bon bol d'air de faire un petit peu de publicité comme ça, plein d'humour, plein de bonne joie. Au total, Philippe a joué dans 10 publicités web, toutes plus déjantées les unes que les autres. Et surtout beaucoup plus originales que celles destinées à la télévision. Plus classiques, comme celle-ci. Père Noël, si c'est pas de Marennes-Oléron, ça c'est non. Pour l'agence de communication à l'origine du projet, les deux supports sont complémentaires. En télé, on est très grand mass média, on a un petit peu toutes les cibles, on essaie de capter toutes les cibles autour d'un message. Sur les réseaux sociaux, on a tendance à aller chercher le buzz, aller chercher l'idée un petit peu qui va être rigolote, décalée, et qui va surtout être partagée, relayée, il faut que ça fasse boule de neige. L'enjeu est de taille, les ostréiculteurs d'Oléron produisent chaque année 40 000 tonnes d'huîtres, la moitié de la production française. Il est là l'artiste. Comment ça va? Salut Olivier, tu vas bien? Ça va bien, tu es chez Mamelou, c'est l'autre spot ici en saison, c'est là où les gens viennent consommer. C'est là qu'il faut être, c'est un des rares endroits où il y a des églades. On dit églade avec un G, Olivier, on ne dit pas une éclade de moule, c'est une églade de moule et c'est là que ça se passe. On vient de te voir là dans le clip, ce délire là vraiment de montrer la vie d'ici à travers des contextes différents, c'est vraiment le but du jeu. Alors, de le moderniser un petit peu, l'ostréiculture, métier haute époque aussi, et 1 million de vues sur le rap. Et là, il en est sorti un autre le 15 décembre. C'est un opérap, c'est la première fois qu'on fait ça. Un opérap? Un opérap, c'est moitié opéra, moitié rap. Du bassin de Marennes-Oléron, verte ou blanche, c'est elle qui donne le ton. De toutes les sizes, tu t'affines, t'as un caractère un peu spécial. C'est clair que c'est toi la plus fine, t'es méga bonne, c'est colossal. Les gens d'ici, on les appelle les galopes-chenaux, on les appelle les agriculteurs de la mer. Ils sont très particuliers, ils sont un peu bourrus, comment ils sont? Alors, on les appelle aussi des chuvazoutes. L'ostréiculteur, si tu veux, est marié avec la vase. Alors, il aime pas la vase, parce que sous la vase, il se tasse, dit-on. Et l'ostréiculteur, ici, c'est vraiment imprégné, mais jusque-là dans la vase, quand même. Contribuer à faire parler du territoire, du métier de l'ostréiculture, ça te tient à cœur, vu que tu étais ostréiculteur au départ? Tout l'univers qu'on a autour de nous, eh ben ça c'est authentique. Là, c'est pas du factice. Et là, on a des gens qui ont vécu dans des cabanes.
ça n'a pas été construit pour le tourisme ici. Tout ce que tu vois, c'est enraciné. Mais les cabanes, elles perdurent à travers des artistes. Ça, c'est sympa comme idée. C'est sympa, puis tu sais, la nature a horreur du vide. Alors de toute façon, il faut toujours faire quelque chose. Alors quoi faire? Les laisser se délabrer, les cabanes? Non, il ne fallait pas les laisser. Donc il faut qu'il y ait une continuité à ça. Merci aux artistes d'être là, de prendre cette relève. Puis après, qu'est-ce que ça deviendra? On n'en sait rien. Mais en tout cas, elles font partie, parce qu'elles sont quand même partie intégrante, et elles sont au milieu des ostréiculteurs quand même. On va regarder ça en reportage. Regardez, ça se passe du côté du château, où là aussi, il y a des cabanes d'artistes. Sur l'île d'Oléron, les ostréiculteurs sont les rois de la mer. Chez les Sorlus, on fait ce métier depuis des générations. Christophe produit entre 15 et 20 tonnes d'huîtres chaque année, un travail qu'il n'arrêterait pour rien au monde. Elles sont bonnes. Seulement qu'elles sont bonnes. Nous, on est heureux, on est tranquille ici. C'est la vie est belle. De retour sur la terre ferme, direction la cabane. Chaque ostréiculteur a la sienne. Ici, on est dans le pâté, à ma cabane, où je trie les huîtres pour les remettre à la mer. À Oléron, des cabanes, il y en a partout. 2 vrais villages. Toutes sont en bois, mais certaines paraissent plus rutilantes, moins abîmées que d'autres, comme si elles avaient changé de vie. Chaque matin, Émilie se rend au travail, en vélo, comme tout le monde ici. Et voilà! Il y a 4 ans, elle a installé dans cette cabane son atelier de calligraphie et d'enluminure. C'est là qu'elle crée, vend et tente de vivre de son métier. C'est un endroit magnifique dans lequel on se sent bien pour créer. Ce sont des ateliers ouverts, c'est très important. Les gens viennent nous voir travailler, on explique les techniques, ils découvrent un autre monde. Bon, je venais de voir pour... Émilie est aussi présidente de l'association Couleur Cabane. Car ils sont une trentaine d'artistes à avoir investi ces maisonnettes au fil des ans. Peintres, sculpteurs, décorateurs, attirés autant par le charme de l'île que le loyer très modeste demandé par la mairie. Jean-Michel Petit est là depuis le début de l'aventure, il y a 17 ans. On a été accueillis par certains très vite. Je pense que des gens ont pris plus de temps à nous observer, et ça se comprend. Et puis aujourd'hui, on est dans ce mélange de créateurs, d'ostréiculteurs, de commerçants aussi. Sans oublier les visiteurs, de plus en plus nombreux et visiblement emballés. Ah, c'est merveilleux. Nous, c'est la 2e fois qu'on vient et je trouve ça vraiment très joli et agréable à regarder. Et une fois que cet émail est bien fondu sur la pièce, je la sors chaude du four et je la mets dans la sciure de bois. C'est intéressant et c'est éducatif aussi pour les enfants. Voilà. C'est magnifique, un travail super. Chacun semble donc y trouver son compte. Les touristes, les artistes, et puis bien sûr les tout premiers locataires des cabanes. Il reste aujourd'hui sur l'île d'Oléron près de 150 familles d'ostréiculteurs. Bon, tu m'avais pas menti, le microclimat. On a eu les 4 saisons en une journée. Ouais. J'ai voulu t'amener ici sur la grève de la Tremblade pour te faire découvrir un blogueur des produits de la mer. Il s'appelle Fabrice Gass. Ouais. Et alors lui, regarde, il va même en mer. Incapaz de entender, nunca disposto a perder, destilo fel antes de beber, enquanto aqueço a alma em devoção, fracos não são fracos ao se darem as mãos. C'est quelqu'un de passionné, on va aller le rencontrer juste un peu plus loin là. Ok. Hello Fabrice. Salut Olivier. Ça va? Ça va très bien. Je te présente Tanguy. Bonjour. Enchanté. Enchanté aussi. On vient de voir, je lui montrais qu'il existait ici un blogueur des produits de la mer. C'est quoi un blogueur des produits de la mer? Qu'est-ce que tu fais? Déjà, c'est plus qu'un blogueur, c'est un passionné. Hein, c'est vraiment passionné des produits de la mer. Moi, je travaille dans la restauration à Paris pendant 12 ans. Ouais. Après, j'ai eu une poissonnerie. Et une fois que j'ai fait ces 2 activités, je me suis dit, tiens, ce qui serait bien, c'est de montrer un petit peu tout ce que je sais faire avec la restauration, la cuisine et les produits de la mer. Et donc j'en ai fait un site internet qui s'appelle Iodé. Et voilà, je fais des recettes, reportages. D'où les vidéos qu'on a vues tout à l'heure. Les vidéos. Mais parce qu'il y a de quoi faire avec les produits du terroir maritime, on va dire ici. Bah ici c'est le paradis quoi. Ouais, c'est le rêve, la qualité, le produit. Franchement, avec le poisson qu'on a et les fruits de mer,
coquillages, crustacés, c'est paradis. Et alors l'huître ici en particulier, c'est vraiment le Graal de l'huître. Moi je suis originaire de la Tremblade, donc je ne vais pas dire que les huîtres de la Tremblade sont pas bonnes. Hein. Obligatoirement, ouais, c'est vraiment... voilà. Je vais te poser une question. Est-ce que tu connais et est-ce que tu as goûté des huîtres bio? Et est-ce que tu sais ce qui la différencie? Je sais qu'en ce moment, ça commence à venir. Je sais que dans l'île de Ré, il y a monsieur voisin qui fait des huîtres bio. Là, je sais que maintenant, dans l'île d'Oléron, il y a des huîtres bio. Après, c'est la différence de l'eau. Voilà, il faut vraiment qu'il y ait une eau filtrée, etc. pour avoir une huître bio. C'est un peu curieux quand même. Je crois que Olivier a essayé de nous expliquer ça très précisément dans le reportage qu'on va voir tout de suite. D'accord. Regarde. C'est quoi une huître bio? Alors ça, c'est une huître bio. Oui, ça c'est une huître bio. Autrement dit, qu'est-ce qui la différencie d'une huître labellisée Marraine-Oléron, par exemple? En fait, la distinction, elle est vraiment ténue, quoi. C'est juste sur le cahier des charges, c'est sur le papier presque. Voilà, oui, c'est dans le cahier des charges qu'il y a des différences. Ouais. Et au goût? Au goût, c'est pareil. C'est pas mal quand même. Deux choses essentielles font la différence. La première, une huître bio est une huître diploïde, dont le naissain a été capté en mer ou acheté dans une écloserie labellisée. La deuxième, elle doit être élevée en mer dans des zones certifiées par Ifremer, où les eaux sont de bonne qualité. Il y a un marché en développement sur l'huître bio, parce qu'il y a une demande aujourd'hui, il y a l'inquiétude du consommateur. C'est ce qu'on a ressenti nous dans les attentes de nos clients. Éric Gaborio et son frère produisent de l'huître bio depuis 3 ans maintenant. Cela représente moins de 20% de leur production annuelle, estimée entre 3 et 400 tonnes d'huîtres labellisées Marraine-Oléron, répondant aussi au cahier des charges du groupement qualité. On avait une façon de travailler qui correspondait assez bien au cahier des charges de l'huître bio. Donc c'était assez facile, on va dire, dans notre organisation de se lancer dans cette démarche. On compte près de 1000 entreprises ostréicoles en Charente-Maritime. Un peu plus de 200 adhèrent au groupement qualité Marraine-Oléron. Elles sont moins de 20 à faire en plus de l'huître bio. La zone Marraine-Oléron compte à peu près 400 ostréiculteurs, mais à peine un peu plus de la moitié bénéficient de l'IGP Marraine-Oléron. On va essayer de comprendre pourquoi avec Laurent Chiron, président du groupement qualité Marraine-Oléron. Laurent, bonjour. Pourquoi aussi peu d'élus? Je ne sais pas, peut-être que c'est par rapport à un cahier des charges qui est assez contraignant. Il est si restrictif que ça? Il n'est pas si restrictif que ça, mais c'est quand même à peu près un peu moins de 250 entreprises, donc c'est déjà pas mal. Qu'est-ce qu'il a alors, ce cahier des charges? Ce cahier des charges, dès qu'on a un signe officiel de qualité, il faut un cahier des charges, et le cahier des charges, il est contrôlé. Et dans ce cahier des charges, on est soumis à un affinage. Donc l'affinage, c'est la partie importante, une intervention importante sur l'huître. Qui va donner le goût, on l'a vu un petit peu plus tôt. Et c'est une particularité qui nous a permis d'obtenir l'IGP, puisqu'il faut à la fois une aire géographique, un territoire, et à la fois une phase importante de la vie du produit. Alors c'est marketing pour vendre ou ce cahier des charges fait vraiment la différence en termes de goût? Un signe officiel de qualité, c'est tout sauf du marketing. Ce qui est du marketing, c'est la marque de l'année qui est élue par n'importe qui où il faut payer pour l'avoir. Ça, ce sont des signes officiels de qualité, c'est l'INAO qui les décerne lorsqu'on en fait la demande et tout le monde ne peut pas les obtenir et c'est très complexe et c'est très contrôlé. Donc c'est surtout pas du marketing. Et d'ailleurs, si c'était du marketing, on serait riche depuis très longtemps. Alors il y a un autre produit d'excellence et produit roi en ces temps de repas de fête, c'est la coquille Saint-Jacques. Olivier est parti en mer avec des pêcheurs de ces fameuses coquilles. Vous allez le voir pour une journée très chronométrée. 5h30 du matin à bord de l'Univers. J'étais loin de me douter que la journée allait être si longue. Mais d'abord, laissez-moi vous présenter l'équipage. Il y a Johan, le patron. Geoffrey, le second, et Dylan, le dernier embarqué. Moyenne d'âge, moins de 30 ans. Et comme leur père, leur grand-père avant eux, ils vont tous les jours à la mer. On est en train de préparer un petit peu la journée de demain, en pêchant quelques appâts pour nos palangres à Congres. Donc, et puis on a quelques palangres aussi à Congres qu'on va faire après la marée de coquillage. Et puis au vu de ce qu'on a pêché aux coquilles la semaine dernière, on essaye de faire des petits compléments à côté pour essayer de sauver nos journées. Après avoir relevé les filets, les avoir nettoyés, trié le poisson, mis en bac, il était déjà 9h du matin.
Le moment de remettre en pêche avant de mettre le cap sur la coquille Saint-Jacques, beaucoup plus loin. Donc là, on est à l'île d'Aix et puis là, on s'en va direction l'île de Ré pour la coquille Saint-Jacques. Il y a combien de temps de route? À peu près 1h30, 2h. C'est très réglementé, c'est 10h30 ouverture jusqu'à midi. 1h30 de pêche, pas plus. Et après, on revient dans le secteur pour les palangres à congue. 10h28, la drague et les matelots sont prêts à faire feu. Pendant 1h30, ça va être l'enfer. Voilà, on va la mettre dans l'eau. Puis on va la traîner à peu près 10 minutes, un quart d'heure. Puis avec le treuil qui est derrière, on va la revirer. Puis on va se mettre chacun de notre côté. On a deux ouvertures, comme ça de chaque côté. On va tirer dessus et ça va vider la drague. Et puis après, on va vider ça dans des bacs. Et après, on la referme en mettant un coup de pied dedans. Et puis on la remet dans l'eau. Et puis on va faire ça pendant 1h30. Dernier lent, midi, la pêche est terminée. Le bateau a pas trop chargé, comme ils disent. Pas trop de coquilles, quoi. Non, là c'est pas superbe. C'est bien, on voit qu'il y a quand même de l'avenir, comme on peut voir, on en rejette beaucoup plus que ce qu'on garde à bord. Et là c'est pas fini, on va aller virer les lignes à conque. Très très longue journée, je vous disais. Et allez, 2 heures de navigation en plus. Retour dans l'autre pertuis du côté de l'île d'Aix. L'Univers et son équipage entament la 3e et dernière pêche d'une journée sans fin. Sur zone, il va falloir relever pas moins de 900 hameçons. 3 heures de boulot. Longue journée. Voilà, on a pêché 25 kg de bar, on a pêché 160, 180 kg de coquilles et puis on a pêché, je sais pas, c'est pas encore fini, mais pratiquement 500 kg de congue. Le soleil se couche, la fin de journée approche, enfin. Après 12 heures passées en mer, l'Univers et son équipage rentrent au port. Sur les coups de 19h, une journée de marin-pêcheur. Alors Fabrice, explique-nous un petit peu plus précisément ta recette. Alors la recette, donc là j'ai coupé le bar. Là j'ai mis un petit peu de cédra, c'est du cidron cédra. Je vais prendre les abricots, mais ça sera juste après pour la garniture, une fois que le poisson sera cuit, directement dans l'assiette pour avoir de l'haricot. J'ai un petit risotto là qui est prêt, pour mettre des petites touches de risotto, des noisettes, un peu de piment d'Espelette. Ça va suffire pour cuire, de fumer le poisson avec des aiguilles comme les moules? Le bar, j'ai mis du citron dessus, donc ça commence à le cuire. Et après, il faut vraiment qu'il soit fumé pour qu'on ait le goût vraiment de l'aiguille de pain. Voilà, c'est un poisson qui mérite vraiment pas d'être cuit beaucoup trop. Je peux allumer le feu? Bien sûr. Comme dirait l'autre. Vas-y. Ça sent trop bon. Ça rappelle l'été. C'est ça. Exactement, c'est une recette d'été en plein hiver. En attendant que ça prenne feu, que ça cuise, est-ce que tu connais le Golden Globe Race, cette course autour du monde en solitaire sur les traces de Bernard Tessier? Bien sûr. T'as entendu parler? Avec une quinzaine de voiliers qui étaient partis. Sans assistance aucune. Sans assistance, et avec les moyens de l'époque, les médias en général n'en parlent pas trop de cette course, ils sont toujours autour du monde. Et figurez-vous que du côté d'Archiac, à Saintes, il y a une passionnée de radio amateurs qui suivent les concurrents pendant la course et qui leur donnent des informations sur les météos à suivre tout autour du monde. Regardez. Archiac, en pleine campagne, au cœur des vignes du sud Saintonge. Un petit bout de terre, en communication permanente avec un navigateur solitaire. À l'autre bout des océans,
au large de la Patagonie en ce moment. C'est presque de la magie. Au bout des ondes, c'est VDH, Jean-Luc Vadaned, 73 ans, en mer depuis plus de 175 jours, sans assistance ni technologie moderne. C'était 7 Alpha Novembre Hôtel qui te salue. Et bravo à ce collectif Terre et Mer qui nous a accompagnés dans toute cette aventure. Christian est à Montpellier. À gauche de l'écran, il y a Philippe, au Portugal. Avec Jean-François, ils sont une partie de cette radio amateur entre terre et mer. On voyage tout en étant assis. De contacter le monde entier, c'est absolument extraordinaire. C'est un déstressant fabuleux, dans le sens où on parle avec des gens de l'autre côté de la planète, où là, dans le cadre de la course de bateau, c'est vraiment une passion de pouvoir contacter nos amis qui sont sur le circuit du premier au dernier d'ailleurs. 60 sud, 60... Plusieurs fois par jour, ils élaborent des bulletins météo qu'ils dictent sur les ondes à l'autre bout du monde. On s'est renvoyé à des opérateurs en Afrique du Sud, en Nouvelle-Zélande, en Nouvelle-Calédonie, et chacun prend la part qui l'intéresse en fonction de la zone qu'il suit. Saint-Bernard-des-Ondes, dernier des Mohicans un peu aussi, les gardiens en cas de catastrophe, surtout si les moyens de communication modernes venaient à ne plus fonctionner. Lors du tsunami, on a bien vu à ce moment-là qu'il n'y avait plus rien qui ne fonctionnait. Seuls des gens qui avaient une batterie, un appareil radio, un petit coupleur, un bout de fil, ont pu permettre d'établir les liaisons à ce moment-là. Les membres du collectif Terre et Mer passent une douzaine d'heures par jour dans leur grenier à communiquer dans le monde entier, ou plutôt sur toutes les mers du globe. Pour le plus grand plaisir des navigateurs en solitaire et leur sécurité, ils ne sont plus que 8, disséminés entre l'Australie et l'Argentine. VDH, lui, devrait arriver à la mi-janvier, après 7 mois passés seuls en mer. Bonjour Fabrice. Bonjour. Bon les gars, je vous avais promis de vous faire goûter les petites huîtres du bassin d'Arcachon, des numéros 2. Vous allez me tester ça, vous allez m'en dire des nouvelles. Hein. Attends Coco, moi j'ai autre chose. Ah, ça sera aussi joli. Fine de Claire, numéro 2. Des petites huîtres du Canada. On va d'abord déguster le plat qui a été dressé, après on va comparer les huîtres. Il y a du bar, il y a un petit risotto, il y a de l'abricot, il y a de la sauge ananas. C'est une recette maison? Une recette improvisée suivant le temps, le concept, le produit. L'inspiration du moment. Et voilà, et le bar on l'a fait fumer donc aux aiguilles de pain. Ça sent les aiguilles de pain? C'est parfait. On ouvre chacun une huître. Donc, allez. Arcachon, Marennes-Oléron et Canada. C'est parti. Alors un pro, normalement, ça ne met aucune écaille dans la chair. On va voir, c'était un pro. Ben voilà, c'est parfait. Ben, on va laisser notre blogueur nous donner son avis, laquelle il préfère. On commence. Je vais commencer par Arcachon. Arcachon, allez, c'est parti. Je vais prendre celle-ci parce qu'elle est bien ouverte. La Marennes-Oléron est beaucoup moins salée, forcément, parce qu'elle a été affinée en clair. Oui, après tout dépend de la météo aussi, s'il y a beaucoup d'eau, s'il a plu, si... Alors la météo joue énormément. Celle du Canada, moi pour la fin. C'est une huître de rivière ou quoi? Pratiquement. En fait, c'est une huître de Beau Soleil qui sont en haut au Nouveau-Brunswick. T'as le Saint-Laurent qui descend. Et donc ça fait un grand parc, une grande anse comme ça, avec l'eau de Saint-Laurent qui vient nourrir un peu ces huîtres. C'est spécial, on n'a pas l'habitude ici. Non, exactement, c'est une huître plus pour cuisiner. Oui, il y a presque des goûts d'autres fruits de mer, on n'a pas l'impression que c'est pas le même fruit de mer. Quoi. Ouais. C'est un peu goût de palourde de choses comme ça. Absolument. Oui, c'est étonnant. C'est étonnant. Mais c'est bon. Le verdict, messieurs? Comme à l'école des fans, non? Tout le monde a gagné? Tout le monde a gagné? Exactement. Alors on se quitte sur cette bonne appréciation générale, comme dirait l'autre, et on se retrouve dans un mois, le mercredi 30 janvier, je crois. C'est ça, pour parler de surf. Surf, on sera dans le sud de la Nouvelle-Aquitaine ce coup-là. Au Pays Basque cette fois-ci, je vous accueille chez moi. Une vie de surf, c'est dans un mois sur Noah sur Mer, bien sûr. À bientôt.